Salut Rebecca. Salut Camille. Alors merci de me recevoir chez toi déjà pour cette interview. Alors pour vous expliquer un peu le contexte, Rebecca et moi on s'est rencontrés à une retraite entre entrepreneurs femmes au mois de juin. Et du coup depuis on est devenus potes tout simplement. Et je suis venue passer la semaine à Paris parce que pour suivre une conférence sur les rôles modèles féminins. J'en ai profité pour venir toute la semaine et en fait on a eu des conversations hyper intéressantes toutes les deux. Et je me suis dit que c'était trop dommage de ne pas vous partager ça, donc aujourd'hui je vais faire une interview qui va être un peu sous forme de conversation. Est-ce que tu peux peut-être te présenter, Rebecca? Ouais. Je suis très contente, merci Camille pour cette proposition parce que c'est vrai que je ne me lasse pas de nos discussions, donc une de plus c'est trop cool et de pouvoir les partager avec vous, je trouve que c'est vraiment pertinent et on sera super contente de savoir ce que vous en pensez vous aussi. Donc me présenter c'est pas la question la plus facile à chaque fois parce que j'ai tendance à vouloir faire plein de choses, explorer plein de choses, mais aujourd'hui je dirais que je me reconnais beaucoup dans l'idée d'être la coach des femmes entreprenantes engagées qui sont dans une quête de vocation professionnelle épanouissante et impactante, même si elles manquent de confiance en elles. J'aime beaucoup travailler avec d'autres femmes qui ont vécu un peu ce que moi j'ai vécu et que j'ai réussi à traverser, des femmes qui sont un chapitre avant moi pour leur permettre de gagner du temps et de l'énergie pour dépasser des choses que j'ai mis du temps et parfois beaucoup trop d'énergie à dépasser. Heureusement, grâce à l'aide d'accompagnants, de coachs, de psy, de consultants, j'ai pu moi avancer plus vite et puis grâce à la vie et grâce à plein de choses, et donc j'ai à cœur moi aussi de partager mes apprentissages à d'autres femmes dans un esprit de sororité. Donc tu n'as pas toujours fait ça. Donc, Rebecca elle a un parcours assez impressionnant, vous allez voir. En fait elle a cofondé une association qui s'appelle Noise pendant ses études et elle a développé une deuxième association qui s'appelle Coexister. Aujourd'hui elle a donné une quarantaine de conférences. Elle a écrit un livre aussi qu'elle a publié et elle a 28 ans. Voilà. Tu veux compléter peut-être la façon dont je t'ai présentée? Déjà c'est cool d'avoir ton regard sur ma présentation parce que c'est vrai que la tête dans le guidon, il y a plein de choses qui viennent et c'est pas toujours évident de se présenter, donc c'est trop pratique quand quelqu'un d'autre vient mettre du focus sur quelque chose. Essayez, ça peut vous aider à vous présenter vous aussi. Ouais, et je rajouterais peut-être un élément qui est important, qui est que depuis que je suis toute petite, j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie et que je l'ai vraiment vécu comme un handicap, le fait de ne pas avoir de vocation, alors que j'avais des copines à côté qui voulaient absolument être médecin ou absolument etc. Moi, de ne pas savoir ce que je voulais, c'était difficile de savoir quel chemin prendre, sachant que je ne connaissais pas la destination. Et ça a été vécu vraiment comme un manque de motivation et d'enthousiasme, même si voilà, j'avançais, mais sans avoir de but, c'était plus compliqué. Et voilà, et je pense que par l'expérience, avec de la patience et l'envie de réussir ma vie et d'être heureuse, ça m'a vraiment permis de découvrir et de me créer mes propres passions. Et je peux du coup que encourager d'autres personnes qui trouvent qu'ils n'ont pas de passion, pas de vocation, pas forcément de motivation, à creuser, à chercher, parce qu'on peut se créer des vocations, on peut se créer des motivations. Et en vérité, c'est ce qui s'est passé. J'ai testé beaucoup de choses qui m'ont plu et moins plu. Là, tu as cité des choses qui me plaisent. Tu as cité une version en cours, mais qui est déjà bien avancée en termes de motivation. Mais je suis aussi passée par des moments où je me cherchais beaucoup plus, par des entreprises dans lesquelles je me reconnaissais moins, par des modes de management qui m'ont fait beaucoup souffrir, etc. Et donc, c'est vraiment une quête de soi que j'ai menée, que je continue de mener. Et voilà, j'ai l'impression de m'être trouvée, mais j'ai toujours l'impression de me chercher à travers toutes mes expériences. Et je pense que c'est important de révéler le derrière des rideaux, quoi, les coulisses. Au début, je savais pas ce que je voulais faire, et puis j'ai testé plein de choses. J'ai découvert l'éducation comme une passion, donc je l'ai explorée de fond en comble, à la fois dans un cabinet de conseil, ou dans une ambassade, dans une start-up, dans une association, dans une école. Pour voir un petit peu voilà, dans ce monde-là qu'est-ce qui me plaisait, quel mode d'organisation, de fonctionnement, d'hierarchie, de management, pour finalement découvrir que j'aimais bien être indépendante et entrepreneuse. Donc je me suis découvert une autre passion pour l'entrepreneuriat, et puis en frôlant le burn-out dans une posture entrepreneuriale au sein d'une école en tant qu'intrapreneuse, j'ai décidé de mettre de prendre du recul, de me faire aider par un coach pour éviter l'épuisement professionnel. Et c'est là que j'ai découvert une troisième passion, celle du développement personnel et professionnel, et j'ai décidé d'en faire mon propre métier et de concilier du coup tous mes intérêts
qui sont l'éducation, l'entrepreneuriat et le développement personnel, pour justement créer une pédagogie pour aider les femmes entrepreneuses à prendre soin d'elles et faire de l'entrepreneuriat et du travail une source d'épanouissement personnel et d'impact social à plus grande échelle. Super intéressant. Je vous avais dit que c'était impressionnant. C'est gentil. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à chaque étape en fait, de ton histoire, c'est comme s'il y avait une petite pièce du puzzle qui se rajoutait. Et finalement, ton histoire, toutes tes expériences, en fait, ont donné le fruit de ce que ta vie professionnelle est aujourd'hui. C'est un peu ça que je comprends. Ouais, carrément. C'est un peu une notion en entrepreneuriat, on appelle ça le Lean Startup, Test and Learn. C'est tu fais quelque chose et t'en tires le bilan. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu, qu'est-ce qui s'est passé de bien, qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est comment tu Lean Startup ta voix, comment tu Lean Startup ta vocation, comment pas à pas tu te rapproches de qui tu as envie d'être, de à quoi tu as envie de contribuer, et en fait de rester dans l'action, d'être beaucoup dans l'introspection, de se connaître, mais aussi d'être dans le passage à l'action, parce que c'est l'expérience qui va aussi beaucoup nous révéler ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on peut être utile aux autres, ce qui peut être facile et agréable pour nous dans notre vie professionnelle, et ne pas rester dans un fantasme de je rêverais de ça ou je rêverais de ça, mais tout de suite mettre un pas en action pour voir si je m'avance un petit peu de ce rêve-là, ou en tout cas de cette aspiration-là, est-ce que ça relève du fantasme ou est-ce que ça relève du rêve? Dans la mesure où le rêve c'est plutôt une aspiration et on est prêt ou prête à se donner les moyens d'avancer vers son rêve, alors que le fantasme c'est plutôt quelque chose qu'on imagine mais sur lequel on n'est pas prêt à s'engager véritablement pour atteindre la finalité. Si on veut être bodybuildeuse mais qu'on n'est pas capable de faire un abdo tous les 10 jours, ça va être compliqué. Donc est-ce qu'on veut vraiment être bodybuildeuse? Pas sûr. Donc vraiment cette différence-là elle est importante aussi dans nos projets et dans nos rêves, de quels moyens on est prêt à se donner pour pouvoir avancer vers nos objectifs et aspirations. Ouais, c'est vraiment cet équilibre entre l'introspection et l'action, et ne pas tout construire dans sa tête sans savoir si en le faisant on va prendre justement du plaisir et qu'on va aimer ça. C'est un peu ça du coup que tu veux dire? Carrément. J'ai bossé dans une startup sociale super qui s'appelle Ticket for Change, qui utilise une pédagogie en U pour accompagner les entrepreneurs. La pédagogie en U, elle a 3 temps. C'est l'inspiration, l'introspection et le passage à l'action. C'est une pédagogie qui marche bien et c'est pas forcément chronologique, c'est pas forcément je m'inspire, après je vais voir en moi qui je suis et ensuite je passe à l'action. C'est vraiment pour moi les 3 piliers pour se connaître et pour trouver sa place. C'est vraiment être inspiré le plus possible en permanence, toujours faire avoir cette conscience de soi, savoir qui je suis, qu'est-ce qui me motive, à quoi je peux contribuer, et puis ensuite de passer à l'action, de vraiment contribuer, de vraiment faire, de vraiment agir. Et c'est vraiment 3 piliers, je trouve, qui sont hyper enrichissants et qui se complètent vachement bien. Ça implique aussi la notion qu'on est toujours en mouvement finalement, donc par exemple dans le cadre d'une idée de projet entrepreneurial qu'on veut développer, du coup ça implique forcément que l'idée de départ va nécessairement évoluer et s'ajuster. Et en fait ce mouvement là il est perpétuel quand on est entrepreneur, d'après toi? Moi en tout cas, je pense qu'il y a plein de façons d'entreprendre. Moi j'aime beaucoup en tout cas cette façon-là, de partir de soi en fait, pour créer son projet, parce que forcément du coup il est unique, du coup il est singulier, et du coup il se différencie forcément de ceux qui répondent aux mêmes besoins, puisqu'on répond à un besoin mais différemment. Donc nécessairement le projet est donc plus adapté à soi, mais également différenciant par rapport au projet existant. Donc moi j'adore fonctionner comme ça, je trouve que pour être heureux c'est plutôt chouette. Et un point complémentaire, c'est partir de soi. Du coup, qu'est-ce que je sais bien faire facilement, avec plaisir et qui peut être utile aux autres, et ajuster au fur et à mesure, ça peut évoluer, on peut avoir une meilleure connaissance de soi. Et aussi, du coup, dans comment je peux être utile aux autres, d'être à l'écoute des retours extérieurs de « Ah, qu'est-ce que là tu m'as apporté ?» Rien, ça peut arriver, ok, mais en étant positif, qu'est-ce qui était positif, qu'est-ce que je peux améliorer, et d'être toujours du coup au contact du retour, du feedback utilisateur, de savoir ok là
qu'est-ce que tu en as tiré de positif, qu'est-ce que ça t'a apporté, et ne pas hésiter aussi à aller demander des pistes d'amélioration. Moi, à mes clients, je leur demande tout le temps effectivement le positif. C'est une bonne chose que d'aller demander aux gens autour de soi c'est quoi mes qualités, c'est quoi que je t'apporte, de faire même un quiz, un questionnaire 360 degrés, d'aller demander aux gens quelles sont mes qualités, quelles sont mes forces, qu'est-ce que je t'apporte, quels sont les sujets sur lesquels tu viendrais me demander conseil, quelles sont mes expertises. Ça permet de mieux se connaître à travers le regard d'autres, en prenant de la distance bien sûr. Mais c'est important, et aussi de ne pas hésiter à demander des retours sur les pistes d'amélioration. Mes clients, je leur demande ok, qu'est-ce que tu aurais aimé de différent, et du coup, grâce à elles, j'améliore mes programmes, j'améliore mon accompagnement. Il y a eu des idées par exemple de plus formaliser les apprentissages des séances, donc depuis je leur formalise beaucoup plus avec mon regard à moi, ce qui est sorti de la séance, à l'écrit en fin de coaching. D'autres qui me disaient ah, j'aurais bien aimé avoir un rappel Google Agenda pour mes séances, bam, du coup maintenant c'est systématique. Plein de petites choses comme ça, qui globalement elles sont super contentes, mais chaque petite amélioration qu'elles peuvent elles me partager, parce que c'est elles qui le vivent, et c'est elles qui savent de quoi elles ont besoin le plus, bah, du coup ça me permet d'améliorer, et pas de me dire oh, c'est pas assez bien, je suis nulle, mais plutôt, voilà, je leur demande d'abord qu'est-ce que j'ai bien fait, et ensuite qu'est-ce que je peux améliorer. Et ça c'est une philosophie de vie que je vous encourage vraiment trop à renforcer chez vous, c'est toujours regarder d'abord ce qui va bien et ensuite comment je peux l'améliorer. Sinon on rentre dans un perfectionnisme qui est hyper destructeur, et on nous a beaucoup appris ça dans l'éducation française, de regarder ce qui manque, ce qui va pas. Sauf que quand on regarde ce qui manque, ce qui va pas, il y a toujours quelque chose qui manque, parce que rien n'est parfait dans ce monde-là, alors que si on regarde d'abord ce qui va bien, eh bien on laisse plus de place à ce qui va bien, et on en trouve beaucoup plus, et on en apporte beaucoup plus, et c'est une spirale vertueuse. Donc déjà commencer par faire le bilan sur soi, sur ses expériences, en regardant d'abord ce qui s'est bien passé, ce qu'on a aimé, puis en regardant ce qu'on peut améliorer, ce sera beaucoup plus constructif. Parce qu'il y a parfois des gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire, qui savent pas vraiment, mais parce qu'ils se focalisent aussi sur ce qu'ils n'ont pas aimé, mais quand on regarde vraiment en profondeur, il y a des choses qu'on a aimées. C'est peut-être un petit truc, c'est peut-être une personne, c'est peut-être un mini-projet, c'est peut-être une petite action, une petite compétence, une petite relation, et de regarder d'abord ce qui a bien fonctionné, parce que ça nous fait partir d'une base solide pour savoir de quoi on part en fait. Ah ben, je me connais pas parfaitement, mais on s'en fout. Je sais ça sur moi, je sais que ça me plaît, je sais que là j'ai été utile, et partir de ça. Et du coup, c'est vraiment la question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai aimé. C'est la notion de plaisir en fait, quand tu fais le bilan comme ça, c'est vraiment la notion de quel élément t'a fait apprécier être là, quel élément a fait que tu as pris du plaisir dans ce que tu as fait. C'est un peu ça, c'est l'angle du plaisir du coup à regarder ou... Pour moi, le plaisir, c'est un élément qui est hyper important. Même d'un point de vue neurologique, en fait, le plaisir, c'est un peu le carburant du cerveau. Alors que la contrainte va être le frein à main. Plus on va faire les choses dans la contrainte, dans l'obligation, moins on va être motivé, moins globalement on va être doué, productif et efficient. Alors que le plaisir, ça va vraiment être la source motivationnelle du cerveau, et donc plus on est dans le plaisir au travail, qui peut parfois être des notions, qui peuvent parfois être des notions opposées, plus on va être dans le plaisir au travail, plus on va être productif, plus on va être efficient, plus on va avoir de l'impact. Donc le plaisir est une notion essentielle, mais pas exclusive. Je me suis formée à l'Académie des talents, et leur conception du talent est intéressante. Ils partent du principe que le talent, c'est à la croisée de trois mondes: de ce qui est facile, de ce qui te fait plaisir, de ce pourquoi tu peux être rémunéré, et de ce pourquoi tu peux être utile aux autres. Donc quatre, je sais plus si j'ai dit trois. À la croisée de 4, j'avais oublié ce pourquoi tu peux être rémunéré, mais c'est important aussi quand on veut pouvoir subvenir à ses besoins. Donc c'est le quatrième qui m'était pas venu en tête tout à l'heure, et qui est important dans ce cadre-là en tout cas. Et du coup ça change du domaine des compétences, qui sont des enjeux intéressants. En fait, quand on va faire un bilan de compétences, on va regarder qu'est-ce que j'ai fait dans le passé et qu'est-ce que j'ai réussi à faire. Mais du coup, on ne prend pas du tout en compte le fait que peut-être il y a des choses que tu as grave envie de faire dans le futur. Et du coup, si on va sur le passé pour construire le futur, on laisse pas de place à un renouveau véritablement. Et quand on est sur des compétences, on n'a pas nécessairement des notions de plaisir. Typiquement, j'ai certaines compétences en logistique, donc gestion par exemple, des salles, des lieux, du matériel, etc. Mais je n'aime pas ça, et je ne suis pas extrêmement douée pour ça, parce que je ne suis pas extrêmement motivée. Et du coup, j'ai décidé de ne plus mettre ça dans mes activités aujourd'hui, pour me focaliser sur ce que je fais avec plus de plaisir, plus facilement, et plus d'impact, qui est plus tourné autour de la pédagogie et de l'accompagnement. Et du coup, tout va beaucoup plus de façon fluide, etc. Et d'autres qui sont extrêmement doués et aiment la logistique sont capables de faire 10 000 fois mieux que moi, et beaucoup plus rapidement, des choses dans lesquelles moi je ne suis pas excessivement douée ni passionnée.
Et donc plus on va se focaliser sur ce qu'on sait bien faire plutôt que sur ses défauts, plus en fait on va monter très très vite en compétences ou en talent sur ces enjeux-là. Alors que si on se focalise sur ah bah ça je sais pas très bien le faire, par exemple la logistique pour moi, et ben je vais déployer énormément d'énergie pour être en niveau 2 de logistique, alors que quelqu'un qui est passionné par ça va mettre très peu d'énergie à atteindre le niveau 10 en 2 jours. Quoi. Donc on gagne en fait énormément de temps et d'énergie à se focaliser sur ce qu'on fait bien, avec plaisir, avec facilité et en étant utile aux autres pour trouver sa voie. Super. Et du coup, quand tu parles de la notion d'être utile aux autres, c'est intéressant parce que dans l'entrepreneuriat, c'est un élément clé aussi d'avoir la volonté d'apporter de la valeur du coup à tes clients, que ce soit par le biais d'un service ou d'un produit, mais le but c'est vraiment, il y a vraiment cette intention de vouloir améliorer la vie des gens ou la faciliter ou leur faire gagner du temps, peu importe, mais il y a la notion vraiment de valeur que tu apportes. Donc c'est vraiment un équilibre en fait entre les autres, ce dont eux ils ont besoin et ce que toi tu es prêt à, ce que toi tu peux leur offrir. Et l'idée c'est vraiment toujours d'aller chercher l'équilibre entre les deux finalement. Ouais, c'est ça. Tu l'as très bien expliqué en fait. C'est vraiment ça. Par exemple, nous deux on fait beaucoup de choses pareilles, mais on le fait pas du tout de la même façon. Et du coup, on va avoir des façons différentes de communiquer, de se positionner, d'apporter une valeur qui est différente, mais finalement à peu près le même type de personne, sur à peu près le même objectif. Mais du coup, comme on apporte une singularité différente, on va attirer des personnes différentes. Complètement. Et donc finalement, on va répondre à des besoins différents parce qu'on a des talents différents. C'est ça qui est dingue. Et je pense que c'est un message qu'on partage, qui est cette idée de... Et je pense qu'on l'illustre aujourd'hui justement, c'est qu'on n'est pas concurrente. Aujourd'hui, on est collègues d'écosystème, on fait la même chose, mais on s'entraide et on fait des choses ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui me touche et qui me fait trop plaisir. Parce que pour être honnête, il y a un an, j'étais en train de me comparer à toutes mes concurrentes en ayant super mal au ventre, en me disant mais ce qu'elles font c'est génial, moi à côté c'est quoi, enfin tu vois, elle fait ça, je le fais pas, elle fait ça beaucoup mieux que moi, etc. Et j'étais vraiment dans le mal en fait, vraiment dans le mal parce que j'adorais les meufs qui faisaient comme moi, parce qu'elles faisaient des trucs trop cool puisqu'on avait la même vision, le même pourquoi, les mêmes motivations. Et je me dis mais voilà, mais moi je serais pas capable de faire ça ou pas aussi bien. Et c'est vrai. Et du coup, mais je peux faire autre chose, mieux, à ma façon. Et en un an, j'ai tellement changé d'état d'esprit que j'ai attiré à moi des femmes qui pensent pareil. Et aujourd'hui, je travaille avec mes concurrentes et on ne se fait pas concurrence en fait, on s'entraide. Et c'est absolument incroyable. Enfin, c'est croyable du coup aujourd'hui et c'est possible. Et c'est vraiment un message que j'aimerais aussi partager parce que moi, ça m'a pesé. Et c'est vraiment possible de s'entraider. Et ça va aussi à l'encontre de cette idée que les filles se chahutent entre elles et qu'elles se parlent mal et qu'elles parlent dans leur dos et tout. Enfin non, genre juste non, pas toutes, la preuve. Et voilà, on peut s'entraider et justement, moi je vois qu'il y a des clientes qui me correspondent pas, que je vais réorienter vers des potes coach et vice versa. Et je vois bien qu'on n'a pas du tout la même approche, la même identité et donc la même valeur à proposer aux autres. Donc bien se connaître, c'est aussi savoir se différencier par rapport aux autres et apporter une valeur unique et différenciante. Donc c'est accepter aussi de... Enfin, c'est intéressant ce que tu disais au sujet de se comparer parce que finalement, comme tu disais, il n'y a pas vraiment de concurrence, même si tu fais a priori le même métier dans les grandes lignes, même si tu t'adresses à peu près à la même cible dans les grandes lignes, finalement c'est hyper important du coup de travailler, d'avoir ce travail d'introspection justement, où tu peux... montrer à la lumière du jour en fait en quoi toi tu es différente par rapport à ton parcours, par rapport à tes affinités et ta manière d'amener les choses. Donc c'est hyper intéressant. Et du coup, qu'est-ce que tu auras envie de dire par exemple aux personnes qui veulent se lancer et qui sont dans cette optique de se comparer à des personnes qui sont installées depuis 2 ans, depuis 5 ans et qui du coup montrent une image genre waouh de ce qu'elles auraient envie de faire. Et enfin, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire du coup? J'aurais envie de leur dire, je vous comprends. Oui, on a juste changé de place parce qu'il y avait un gros contre-jour, donc là je crois que vous nous voyez mieux. En tout cas, c'est le but. Donc on va partir sur un autre sujet du coup. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de femmes entrepreneurs que d'hommes.
Qu'est-ce que ça vient montrer d'après toi, justement par rapport à cet amour de soi, en fait, à cette acceptation de soi, par rapport à la confiance en soi, ce rapport à soi en fait. Qu'est-ce que ça vient d'après toi, c'est quoi ta lecture de ce constat qu'il y a beaucoup moins de femmes entrepreneurs que d'hommes? À l'heure actuelle, ma lecture c'est que l'entrepreneuriat c'est une succession de prises de risques et que qui dit prise de risque dit une confiance en soi nécessaire à prendre ce risque là, une capacité à faire face aux échecs. Et en fait aujourd'hui en tant que femme on est beaucoup plus éduquée dans être parfaite en fait, que les hommes qui sont encouragés à être courageux. Il y a un TEDx comme ça, We teach our boys to be brave and our girls to be perfect, qui est super intéressant, que je vous conseille. Et en fait on encourage les femmes à être parfaites, à savoir tout gérer, elles sont beaucoup plus critiquées dans la société, etc. Et du coup c'est beaucoup plus difficile pour nous d'accepter des imperfections, d'accepter des erreurs, d'accepter les échecs. Globalement on les vit plus intensément. Donc ça c'est un premier facteur que je vois dans l'entrepreneuriat, qui est beaucoup du test and learn, et donc du coup d'apprendre de ses erreurs et de comprendre que pour réussir on a besoin d'échouer parce que c'est les deux facettes d'une même pièce. Il faut accepter de se tromper pour s'autoriser à réussir quelque part. Il faut accepter que tout ne peut pas fonctionner du premier coup, et il y a des tests, il y a des erreurs, il y a des retours en arrière, et il faut accepter d'être débutant aussi dans les choses qu'on met en place finalement. Donc accepter l'échec fait partie de la réussite finalement. Et justement ne pas associer l'échec à sa valeur personnelle, parce que je pense que c'est ça que ça vient toucher derrière, c'est si je ne suis pas parfaite, si j'échoue, si je fais une erreur, on ne m'aimera plus, je ne serai plus digne d'amour. Et en fait de dissocier le faire de l'être. On n'aime pas quelqu'un pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est, quand on aime l'amour vrai. Et du coup de savoir dissocier de ces injonctions qu'on a eues dans notre éducation, ou qu'on a perçues comme telles, de si je ne suis pas parfaite, alors on ne va plus m'aimer. En fait c'est ok d'être imparfaite, c'est ok de faire des erreurs, et ça peut même être source de énormément d'apprentissage, et justement de voir autour de soi ce qui se passe, et d'être même rassuré que les gens restent ou que d'autres gens partent, mais que ce soit des gens finalement qu'il vaut mieux qu'ils soient loin de nous, et d'accepter aussi certains changements dans son environnement quand nous-mêmes on change, parce que ça c'est assez fréquent. Et j'ai envie de dire aussi, j'ai envie d'aller plus loin en disant c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, il n'y a pas moyen de faire autrement finalement. Et c'est pas une pédagogie qu'on a trop pour le moment dans l'éducation nationale, mais c'est une éducation qu'on a de plus en plus, en tout cas dans l'entrepreneuriat, s'autoriser à échouer. Honnêtement, je suis pas la reine des échecs aujourd'hui, et je le dis pas avec fierté, je travaille encore à m'autoriser à échouer, à m'aimer dans l'échec. J'ai eu 2 échecs il y a 2 ans que je me suis toujours pas pardonné, même si je les comprends, même si je vois qu'il y a eu des beaux apprentissages et des choses qui me correspondent plus après. Ça reste compliqué pour moi de me pardonner en fait ces erreurs-là en tant que manageuse, en tant que salariée, et j'apprends encore sur les grosses erreurs à avancer et à m'aimer avec ça, sans chercher forcément à chercher des réponses, à chercher forcément des apprentissages aussi, sans me dire j'aimerais pouvoir m'aimer sans me dire je m'aime parce que j'ai appris des trucs. Non, juste je m'aime et je suis humaine et j'ai été imparfaite et c'est ok, et oui je travaille dessus pour ne plus faire les mêmes erreurs, et de m'entourer de gens aussi qui acceptent mes erreurs. Ça c'est quelque chose qui est hyper important, de s'entourer de gens qui acceptent ses erreurs, et c'est ce que je fais de plus en plus aussi. Aujourd'hui je travaille avec des gens qui sont très reconnaissants de mon travail, et c'est important, mais qui aussi sont dans cet état d'esprit d'autoriser les erreurs, d'autoriser qu'on est imparfait, et ce qui est aussi plus mon cas aujourd'hui. Et donc j'ai grandi aussi en ce sens qu'en faisant des erreurs, j'ai été plus indulgente avec les erreurs des autres. Et donc je pense que je suis devenue une meilleure personne pour ça aussi. Donc grâce à mes erreurs, je deviens aussi une meilleure personne. Ça m'aide à me dire que les erreurs sont positives, mais en tout cas sont utiles. Mais je travaille vachement dessus. C'est pas pour rien que j'aide d'autres femmes à travailler là-dessus, parce que clairement c'est le travail d'une vie aussi. Donc il y a ce premier point qui est la confiance en soi, le regard des autres, la prise de risque, les erreurs, les imperfections.
Pourquoi les femmes? Après, c'est aussi, je pense, lié à la société patriarcale. Ça fait pas très longtemps qu'on a le droit de vote, ça fait pas très longtemps qu'on travaille en tant que femme. Et en fait, le monde du travail a été créé par des hommes pour des hommes, et donc c'est un challenge tout particulier pour les femmes de trouver leur place dans le monde du travail. C'est un autre mode de travail, c'est un autre mode de positionnement, rien qu'avec la maternité, rien qu'avec nos cycles, rien qu'avec tout ça, en fait, on ne fonctionne pas pareil. Et même dans le mode de leadership, dans la prise de parole. Moi, je sais que dans mes premières prises de parole, j'avais des codes masculins, je m'en rendais pas du tout compte. C'est juste qu'en fait, la grande majorité, j'ai pas le chiffre encore, mais il est dans mon livre, la grande majorité des intervenants, des conférenciers sont masculins en fait. Donc on ne s'identifie pas facilement à des personnes au pouvoir, influentes, et on a des codes masculins aussi, dans lesquels on essaye de rentrer. C'est comme si on essayait de rentrer dans une case qui ne nous correspondait pas. Et donc c'est aussi par la prise de parole du coup que j'ai aussi appris à avoir mon style, notamment féminin, mais pas que, et d'aider chacun à trouver sa voix, sa propre voix en fait, ses propres codes et sa propre façon de s'exprimer, et du coup de permettre à d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes codes de pouvoir s'identifier aussi et de pouvoir se dire moi j'adore quand je fais une conférence et quelqu'un à la fin me dit ouais j'ai trop aimé, t'es hyper spontané, moi je me dis que je peux y arriver aussi quoi. Et je cherche pas du tout à ce qu'à la fin on me dise waouh c'est incroyable, t'es une surfemme, moi j'y arriverai jamais, oui c'est vrai ce que je fais c'est incroyable, personne ne pourrait y arriver. Non en fait c'est plutôt de dire voilà d'être vraiment dans quelque chose qui est pas du paraître quoi. On est des humains vulnérables avec des forces, des faiblesses, et d'aller sur scène avec ça, ce qui me demande énormément de courage je vous avoue, et énormément de retours positifs comme très 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 critiques, mais d'arriver et d'un moment oui j'ai écrit un bouquin sur la prise de parole, mais oui j'ai bégayé sur mon TEDx, et oui j'ai des trous parfois, et oui j'improvise, et oui parfois je parle franglais et ça dérange des gens, et oui parfois mes slides tu vois, slide, ça on m'a reproché. Et oui, parfois, mes diaporamas, mes supports de présentation sont en anglais alors que je parle en français. Oui, mais c'est mon style. Donc, tu parlais du fait que donc quand tu as fait ton TEDx, tu as reçu plein de commentaires encourageants et positifs, et à la fois des commentaires critiques, en gros. Est-ce que... voire insultant. Ouais, j'ai eu de tout. Ouais, voire insultant, et en même temps tu disais, quand on accepte de se faire critiquer, quelque part on accepte aussi d'être plus en phase avec des personnes avec qui notre message va résonner plus fort. Donc est-ce que ça veut dire que d'après toi, prendre sa place, entreprendre, exprimer son message, ça passe nécessairement par accepter qu'il y ait des critiques sur le parcours? Ben, je pense à une citation de Coco Chanel qu'on a entendue à l'événement où on a été il y a 2 jours, qui était à peu près on ne peut pas réussir sans gêner un tout petit peu les autres. Pas tous les autres, mais certains autres. Et je pense que être soi-même, ça nécessite d'être ok de déplaire, d'être ok avec le regard des autres, qu'il soit positif ou négatif. Et c'est mettre un peu l'ego de côté et de produire le meilleur de ce qu'on peut produire, partager le meilleur de ce qu'on peut, et ensuite de prendre de la distance, que ce soit avec les commentaires positifs qu'avec les commentaires négatifs en fait. Je pense que c'est une forme pour garder un esprit sain déjà, et pas être genre au top quand quelqu'un t'aime et genre super down quand quelqu'un te dit que t'es une merde. Non, en fait, à partir du moment où toi tu fais de ton mieux et que t'entretiens ton estime de toi, en fait, si quelqu'un te dit je t'aime, bah tu continues de t'aimer à un niveau legit, et si quelqu'un te dit t'es qu'une merde, tu continues de t'aimer à un niveau legit, et de pas laisser fluctuer son estime de soi en fonction du regard des autres et en fonction de l'amour que d'autres t'octroient en fait. C'est vraiment cette idée d'avoir entre tes mains intérieure quelque part, que c'est toi qui te donne ta propre valeur et tu laisses pas les autres entrer dans ce périmètre finalement. Ouais. Peu importe ce que disent les autres. Peu importe ce que disent les autres, j'ai de la valeur, je mérite d'être aimée, et je m'aime et je m'accepte quoi qu'il arrive. J'entretiens moi-même ma valeur et ma confiance en fait, elle ne dépendra pas de ce que les autres pensent de moi.
parce qu'en fait tu peux déplaire pour faire quelque chose qui est hyper important pour toi, mais on fait jamais l'unanimité, ça plaira et ça déplaira forcément, rien ne fait l'unanimité. Et c'est pour ça aussi que ça demande beaucoup de courage. Un peu, je pense, ouais, ça demande du courage d'être soi-même. Ouais. Il y avait une féministe qui disait ça, accepter la grande aventure d'être soi-même. Parce qu'être soi-même, ça nécessite de se faire confiance, de ne pas plaire à tout le monde et aussi de plaire à d'autres. Et je pense que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, entre guillemets. Ça devait être un rappeur qui disait ça. C'est un peu le risque aussi, si on cherche à ne jamais être critique, si on prend jamais le risque d'être critiqué, quelque part, c'est aussi le risque en fait de s'adapter en fait aux attentes des autres et du coup de ne pas faire ressortir justement ce qui aurait eu du bon à être partagé et qui aurait pu aider certaines personnes, quitte à se faire juger au passage, quoi. Moi, ça m'est arrivé dans une expérience professionnelle où je manquais de confiance en moi, clairement, et où en fait j'avais vraiment envie que mon équipe m'apprécie. Et en fait, du coup, comme je voyais qu'il y avait des personnes qui n'appréciaient pas et qu'on avait certains points en commun, j'osais pas du coup montrer ces côtés de ma personnalité. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai rien montré de ma personnalité et j'ai été sans personnalité, quoi, presque. C'est à l'extrême ce que je dis, mais vraiment avec du recul, je me dis, mais je voulais tellement qu'ils m'apprécient qu'en fait, je gommais tous les aspects un petit peu étranges ou singuliers pour que surtout je fasse pas de vagues. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est plus je suis moi-même, plus je vais attirer des gens qui se reconnaissent dans cette excentricité ou qui se reconnaissent ou qui s'y reconnaissent pas mais qui apprécient ça, et puis d'autres au contraire à qui ça va pas plaire, et c'est ok en fait à la fois de pas plaire à tout le monde mais aussi de ne pas aimer tout le monde en fait. Ça ne veut pas dire que je suis en train de prêcher de ne pas aimer son prochain, au contraire aimer son prochain, mais on a le droit de ne pas avoir les mêmes degrés de feeling avec tout le monde, et puis ce serait compliqué dans l'agenda si on avait 10 millions de potes, donc il vaut mieux aussi écouter son intuition et les valeurs qu'on a en commun, les aspirations qu'on a en commun, ou la richesse que peuvent nous apporter nos différences et notre ouverture. Voilà, donc c'est... Voilà, être soi-même, ça attire aussi à soi ce qui nous correspond le plus. Ouais. Et je parle en termes d'opportunités professionnelles, mais je parle aussi à titre amoureux, je parle à titre d'amitié, je parle à titre de tous les bonheurs du monde en fait. Super. Et je reviens sur ce que tu disais il y a quelques minutes, où tu disais, voilà, l'idée c'est vraiment de faire de son mieux. Donc ça veut dire que finalement, quand tu entreprends quelque chose, que ce soit un projet comme faire une conférence ou écrire un livre ou écrire un article, ça peut être n'importe quoi, ou faire un repas, finalement l'idée c'est c'est plutôt que d'être focus vraiment sur le résultat que ça va amener, c'est j'entends moi en fait la notion de ok, en fait je pars de moi, je fais du mieux que je peux, et en fait dans le process déjà je prends du plaisir il y a déjà une forme de satisfaction, en tout cas de faire du mieux qu'on peut, peu importe en fait l'issue que ça prendra finalement. Est-ce que c'est pas un peu une manière d'aborder les choses de façon plus légère en fait, plutôt que de se mettre une pression sur atteindre un résultat particulier? Je pense que ça rejoint un peu ce qu'on se disait précédemment, qui est... je vais essayer de trouver une belle phrase pour le dire, mais c'est... la personne qu'on devient en atteignant un objectif est plus importante que l'objectif lui-même, qu'atteindre l'objectif lui-même. Si on atteint un objectif en ayant souffert, en ayant vécu le calvaire pendant 5 ans, what's the point? Est-ce que vraiment on avait envie de cet objectif finalement? Donc c'est hyper important de faire attention à ce que mon chemin ressemble à mon objectif. Et si mon chemin n'est pas plaisant, n'est pas agréable, pendant très longtemps, est-ce que vraiment ça vaut le coup de cet objectif-là, quoi? Est-ce que l'objectif n'est pas à revoir? Est-ce que l'objectif n'est pas à revoir, exactement? Ou est-ce que la façon d'y arriver n'est pas à revoir? Parce que parfois on va se dire aussi, ah c'est comme ça, notamment dans le travail, on dit c'est comme ça qu'est un bon salarié, c'est comme ça que travaille un bon entrepreneur. Si on va sur les croyances de l'entrepreneuriat, voilà, un bon entrepreneur, il travaille tout le temps, il prend pas de vacances, et parfois même il se vante de frôler le burn-out ou whatever. Donc non, la question c'est qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse dans le développement personnel. Mon but c'est pas d'être dans le burn-out, c'est pas de travailler 75 heures par jour
Et non, c'est de prendre soin de moi et justement de démontrer que c'est possible d'entreprendre en prenant soin de soi, justement. Et j'ai jamais eu un meilleur équilibre de vie que depuis que je suis entrepreneuse, justement, donc c'est quand même assez dingue. Et donc vraiment voilà, soit ajuster l'objectif, soit changer le moyen d'y arriver, parce que peut-être qu'on se dit que c'est comme ça qu'il faut faire, ou que d'autres le verront bien, ou whatever, mais en fait de bien se connaître pour savoir comment je fonctionne moi et quelle est la meilleure façon d'arriver à cet objectif, me connaissant. C'est pas du tout la même façon. Si on prend l'exemple dont on a pas mal parlé entre nous, ça fait 2 ans que je suis entrepreneuse et j'ai pas de site internet. Et j'avoue que j'ai pas de site internet, j'ai pas de newsletter, j'écris pas d'articles, enfin, c'est des trucs que plein d'entrepreneurs font dès le début, j'ai pas de carte de visite, enfin voilà. Ça m'a pas empêché d'être plutôt heureuse et de bien réussir et d'avoir des clientes qui ont changé leur vie sans ça. Pour autant, quelqu'un d'autre, ça aurait été nécessaire dès le premier jour en fait d'avoir une carte de visite ou quoi. Mais comme moi je fonctionne beaucoup par le réseau, par les recommandations, etc. J'ai pas nécessairement besoin de carte de visite, j'enregistre directement les gens dans mon téléphone et en plus c'est plus écolo. Le site internet, j'étais à capacité plus ou moins remplie, c'est-à-dire que j'avais suffisamment de clientes donc je ressentais pas le besoin de faire énormément de com pour en trouver plus. Donc en fait, c'était pas quelque chose qui était urgent et primordial pour moi. Aujourd'hui, ça devient important et je croise les doigts la semaine prochaine, mon site rebeccasfetch.com sort parce que maintenant c'est mon bon timing, parce que je suis prête pour ça aussi. J'ai procrastiné très longtemps aussi sur cette capacité à se mettre à poil devant tout le monde, à figer notre valeur, la valeur de nos services, à formaliser, prendre le temps de vraiment poser sa stratégie, ses tarifs, sa cible, ses clients, ses clientes idéales, etc. Et en fait, c'était pas quelque chose qui me freinait plus que ça avant, et au moment où ça devenait un frein pour moi, j'ai travaillé là-dessus. On n'est pas obligé non plus de travailler tous ces freins en même temps sous prétexte qu'on a des freins, quoi. Encore une fois, si on se focalise sur ce qui va pas, en fait, on va mettre 10 000 fois plus d'énergie. Si on se focalise sur ce qui va bien, ah ok, j'ai vu qu'en fait ce qui marche bien, c'est les réseaux sociaux, c'est les recommandations, ok, super, c'est déjà super cool et ça va bien. Et maintenant, je ne vis plus dans la douleur le fait de faire un site internet. C'est quelque chose qui était un défaut. Si je m'étais focalisée dessus en mode waouh, t'es trop nul, t'as toujours pas de site internet, pas de carte de visite, pas de newsletter, ça m'aurait plombé, j'aurais été deg. Et en fait, là au contraire, je me suis focalisée sur ce qui se passait bien. Et en fait, c'est venu naturellement le fait de dépasser les freins que j'avais avant sans que j'ai volontairement cherché à les dépasser. Donc c'est plus fluide en fait. Et du coup, quand tu dis voilà, se focaliser sur ce qui va bien, etc., quelque part c'est un peu aussi dans le fonctionnement humain, enfin de notre cerveau, de nous faire voir ce qui va pas en premier, parce que voilà, c'est notre système de survie finalement. Mais du coup, alors c'est un vrai entraînement, je pense, au jour le jour de justement porter son attention plus sur ce qui va bien que sur ce qui va pas bien. Est-ce que toi t'as des pratiques, des outils que tu utilises pour justement te conditionner à penser plus positivement et pas te laisser envahir par la petite voix qui doute, la petite voix qui dit que ça va être difficile, que ce sera pas possible ou quoi que ce soit, ou que tu n'es pas assez, ou voilà, enfin en tout cas moi j'ai cette petite voix qui est assez présente et c'est toute une battle pour qu'elle parle pas plus fort que la voix intérieure. Donc toi, qu'est-ce que tu mets en place en tout cas pour te conditionner à ça? Déjà, tu as totalement raison. Le cerveau est naturellement négatif et compulsif. C'est-à-dire qu'il est très négatif naturellement et en permanence. Donc on a, je crois, 60 000 pensées par jour, quelque chose comme ça, et la majeure partie est négative. Et en plus, on a 80% de nos pensées qui sont les mêmes du jour au lendemain. Donc on va bien ressasser. Je crois que c'est même 95% des pensées qui sont les mêmes chaque jour. Et parfait. On recheckera ça. On recheckera les chiffres. Voilà. Et on va oublier les chiffres sur cette partie. On les mettra en commentaire. En tout cas, il y a vraiment besoin d'une rééducation du cerveau, clairement. Et moi, ce que je fais, je dirais qu'il y a 3 trucs qui me viennent à l'idée. Un, c'est de prendre la bonne habitude de se focaliser sur 3 fiertés personnelles chaque jour. Donc moi, tous les matins, je regarde ma journée de la veille et je me dis de quoi je suis fière.
Et ça peut être des grandes fiertés, genre j'ai lancé mon site internet, ça ce sera le cas la semaine prochaine, ou ça peut être une petite fierté, genre j'ai pris le temps d'aller faire mes courses parce que je sais que moi c'est le genre de choses sur lesquelles je procrastine ou je prends pas assez soin de moi sur faire mes courses et remplir mon frigo et cuisiner, d'où la petite blague de Camille tout à l'heure, sur faire un repas. Et voilà, de faire un point sur de quoi je suis fière de moi aujourd'hui. Et en fait, ça va focaliser notre attention sur ce qu'on fait bien, sur pourquoi on est fier de nous et donc renforcer notre estime de nous-mêmes, notre amour de nous-mêmes. La deuxième chose, c'est de se focaliser sur un esprit de gratitude. Et à nouveau, regarder ce qui est présent, ce qui va bien, plutôt que ce qui va pas. Pareil, tous les matins, je prends un temps pour me focaliser sur 3 gratitudes de ma journée de la veille, mais ça peut être quelque chose de très simple, comme par exemple le soleil sur ma peau, ou que ma santé aille bien, ou ce qui n'est pas simple en fait, ce qui est immense, mais voilà, des petites choses qu'on prend peut-être pas le temps de profiter ou qu'on prend pour acquises parfois. C'est ça. De pouvoir marcher, de pouvoir respirer, enfin voilà, des choses, voilà, de prendre conscience de la chance qu'on a dès aujourd'hui en fait, et vraiment de le ressentir, quoi, de vraiment le ressentir dans son corps, c'est quelque chose qui est hyper important. Ça c'est mon deuxième point, fierté et gratitude. Et le troisième en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est après une expérience de prendre le temps de faire le bilan. Et dans ce bilan, contrairement à ce qu'on a appris à l'école ou en entreprise souvent, c'est de ne pas regarder en disant ok, qu'est-ce qu'on a mal fait et qu'est-ce qu'on a besoin de changer, quoi. Là on se focalise sur ce qui n'a pas fonctionné, mais vraiment de prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'on a géré, sur quoi on a été super bon, quels ont été les bons retours des gens avec lesquels on a agi. Vraiment de se focaliser sur le positif et de le célébrer. C'est hyper important de célébrer parce que du coup notre cerveau va associer l'effort au plaisir et va avoir encore plus de motivation pour l'étape d'après. Donc se focaliser sur ce qu'on a bien fait pour pouvoir le faire encore mieux la prochaine fois, et le célébrer. Et puis évidemment regarder comment on peut le faire encore mieux, mais pas en regardant ce qu'on a mal fait, mais en regardant ce qu'on a bien fait, comment on peut faire encore mieux ce qu'on a bien fait. Et du coup on va devenir beaucoup plus expert de ce qui est facile et de ce sur quoi on est vraiment bon, et donc se singulariser par rapport à d'autres qui feraient beaucoup mieux d'autres choses sur lesquelles eux c'est plus facile. Donc voilà, les 3 fiertés par jour, les 3 gratitudes par jour, et faire le bilan de ces expériences en commençant par le positif, par le célébrer et par voir comment on peut le faire encore mieux. Super. 3 petites pépites là que tu nous as données, merci beaucoup. Et vraiment c'est l'idée de la régularité, parce que comme ça on se dit oh c'est simple, etc. Déjà pas pour tout le monde, clairement. À voir si toi c'est quelque chose de simple, teste-le, fais-le. Et puis c'est aussi dans la régularité, de le faire vraiment tous les jours. Et vous savez, pour créer une bonne habitude, c'est pendant 21 jours qu'on refait la même chose. Donc testez-le, testez 1, 2, 3 de ces petites habitudes pendant 21 jours. Et vous verrez très rapidement, très rapidement, l'impact que ça a sur votre bien-être, l'impact que ça a sur vos projets en fait, et vous nous en donnerez des nouvelles. Donc toi du coup tu as écrit un livre sur la parole, sur la prise de parole en public, tu as fait des conférences, etc. Et c'est assez étonnant parce que la prise de parole en public apparemment c'est l'une des choses qui effraie le plus les gens. C'est une des peurs qui vient en premier quasiment. Et je me demandais... Question bête, mais est-ce que toi t'as eu peur par exemple? C'est pas une question bête. Des formations professionnelles. Est-ce que toi t'as eu peur de faire ta première conférence? Est-ce que t'as eu peur de te lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que... Comment t'as vécu ça? Comment on gère la peur? Moi j'ai beaucoup de peur, Moi j'ai beaucoup de peur. Avant je disais que j'étais peureuse, maintenant que j'applique une parole impeccable, je dis que je suis prudente et que j'ai la capacité de connaître mes peurs et du coup de mieux les comprendre et de mieux m'en protéger, donc de me mettre en sécurité. Donc ça c'est super cool. Donc oui, j'ai plein de peurs, oui. Du coup je suis devenue maîtresse en l'art de gérer les peurs et de le partager, donc ça c'est chouette, donc à travers le bouquin aussi. Plein de peurs. Après j'avoue, bien que sur la prise de parole en public, franchement, je crois qu'il n'y a pas une conf où j'étais pas hyper stressée, honnêtement, ou c'est rare. Autant sur l'entrepreneuriat, je pense que ça a été, bizarrement, même si je suis un peu stressée de temps en temps, même parfois au quotidien, mais je pense pas que du jour au lendemain, au moment où j'ai dit c'est bon j'y vais, je pense pas que j'ai eu peur. Je pense que c'est quelque chose, étant donné que j'avais peur de me lancer, en fait j'ai écouté mes peurs pour voir quels étaient les besoins derrière, et pour pouvoir y répondre, et pour qu'au moment où je me lance,
les peurs ne se concrétisent pas en fait. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que plutôt que de faire semblant de ne pas avoir peur ou de faire comme si elles n'étaient pas là, il vaut mieux en fait les regarder en face et les recadrer finalement. Parce que en fait c'est super intéressant, c'est en fait quand on a une peur, généralement elle nous envahit l'esprit et en fait quand on se confronte à elle, on s'aperçoit que les dangers potentiels sont en fait beaucoup plus faibles que ce qu'on s'imagine si on ne regarde pas nos peurs en face. Et du coup c'est un peu ok, qu'est-ce qu'elle me dit cette peur, bah ok, peut-être que ça veut dire qu'il faut que je me prépare un peu plus, j'ai peur d'être ridicule par exemple, bon ben je vais soigner mon image, je vais soigner comment je vais m'habiller pour cette conférence, je vais répéter mon discours, etc. Je vais faire un PowerPoint sur lequel je pourrais me rattraper si jamais j'ai un trou ou quoi que ce soit. Et donc en fait c'est un peu, ok, je regarde ce que ma peur a à me dire et je mets les balises pour me protéger des réels dangers. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que finalement les dangers qu'on s'imagine sont en fait beaucoup plus petits que si on se laisse envahir par cette petite voix finalement. C'est clair, je crois qu'il n'y a eu que 8% des peurs qui sont rationnelles en fait, parmi toutes nos peurs. Je crois que ce chiffre est bon cette fois. Ouais. Mais ouais, du coup la peur c'est vraiment cette idée que, comme tu l'as dit, c'est un message du cerveau pour nous protéger, véritablement. Donc ne pas l'écouter, c'est ne pas se protéger quoi. La peur c'est vraiment un message du cerveau pour se protéger. La peur elle vient te donner un message qui est attention, danger, pose une action pour te protéger. Donc en écoutant nos peurs, on sait quelle action mettre en place pour se sécuriser. Et donc c'est cette idée de effectivement ne pas mettre de côté mais écouter pour mettre en place. Et comme tu l'as dit, c'est des bons exemples quoi. À un moment ça peut être de la bonne peur, si j'ai une conférence devant 800 personnes et que j'ai rien préparé et que j'ai pas envie d'improviser ou que c'est trop risqué pour moi d'improviser, bah oui à un moment c'est une bonne peur pour te dire bouge-toi le cul, va préparer quelque chose, entraîne-toi, tu sais que plus tu t'entraînes, plus ça va être fluide le jour J parce que ton cerveau l'aura appréhendé et donc tu auras de moins en moins de peur, donc tu seras de plus en plus fluide, convaincante, etc. Oui à un moment c'est une bonne peur, tu vois, pour t'éviter de te pisser dessus le jour de la scène, tu vois, qui serait beaucoup plus embarrassant, tu vois, et qui t'apporterait encore plus de peur, tu vois. Alors toi, du coup, à travers ton activité, tu contribues à ce qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs. Comment tu penses que ça va modifier le paysage des entreprises dans la société? Alors, c'est une belle question, ça. Très profond. J'essaie de ne pas rentrer dans les clichés de la femme, parce que déjà c'est important qu'on se rappelle que c'est les femmes, et que certes il y a du féminin et du masculin, mais que les femmes ont du féminin comme du masculin. Bien sûr. Donc j'essaie de réfléchir. Qu'est-ce que ça va changer? En fait moi ce qui me vient en premier c'est que j'aimerais qu'il y ait plus d'authenticité en fait. Plus d'authenticité aussi dans la sphère professionnelle. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en entreprise en particulier, mais dans le travail, il faut porter un masque. Il faut surtout qu'il n'y ait pas d'émotion au travail, il faut surtout pas parler de ses faiblesses, de sa vulnérabilité, il faut rentrer dans les cases, il faut faire du présentéisme. En fait, ça, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ces croyances sur le travail, j'aime pas du tout cette idée de porter un masque. Moi, ça me porte vraiment cette idée de pouvoir être soi-même dans son travail et de pouvoir créer son travail en fonction de soi. Et pour moi, c'est plus chacune et chacun sera aligné avec qui elle est dans son travail, plus il pourra être épanoui et impactant sur le monde, et plus le monde tournera rond en fait. Il y aura moins de frustration, moins de conflits, moins d'incohérences, etc. Et beaucoup plus d'alignement, de paix, de cohésion sociale, de sens au travail, enfin tout ça en fait. Et vraiment, cette valeur d'alignement personnel, pour moi, elle est la source d'une cohérence globale et d'une cohésion sociale en fait. C'est un peu l'idée que quand tu fais un travail sur toi et que du coup tu arrives à être authentique, à te montrer tel que tu es et sans porter de masque, finalement le monde ne peut que tourner mieux quelque part parce que tout ce qui est à la source des conflits par exemple ou des processus de domination, que ce soit dans la sphère professionnelle ou genre dans la société en général ou quoi que ce soit, finalement le fait d'être aligné avec soi induit nécessairement un meilleur vivre ensemble
une meilleure responsabilité vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. C'est un peu ça l'idée qui est derrière. Enfin, en tout cas, moi, je suis d'accord avec cette idée et c'est ce qui me vient. Donc, est-ce que ça te parle aussi? Ouais, moi ça me parle et même ça m'aide à mettre plus de conscience sur ça et plus de lien et de cohérence dans mes projets depuis longtemps en fait, parce que quand je regarde l'association qu'on a cofondée, le Noise, c'est une école dans les écoles pour permettre aux jeunes de trouver leur voie d'acteur de changement. Et l'idée c'était d'être acteur du changement à son échelle. Et c'est vraiment cette idée de se changer soi pour changer le monde. En fait, j'étais très très engagée dans des assos qui étaient là pour changer l'extérieur. Et c'est assez puissant, j'ai adoré. Changer l'extérieur? Changer l'extérieur, changer le monde. Et en fait, ça fait plusieurs années que je me ressens beaucoup sur la partie se changer soi, avec les 3 points de suspension pour changer le monde, mais déjà se changer soi. Et parfois je culpabilise un peu de me focaliser sur la partie se changer soi, parce que la deuxième partie pour changer le monde n'est pas palpable, n'est pas mesurable autant que ce que je souhaiterais. Et parfois je culpabilise un peu de moins sentir l'impact concret sur le monde. Je sens que mon travail aide à transformer des vies. Je sais que ces vies transforment le monde et du coup c'est un impact indirect qui est hyper chouette et que je travaille encore à conscientiser et j'ai vraiment envie de mieux comprendre ce lien. Et là je suis contente qu'on ait cette discussion et que potentiellement ça puisse créer des discussions aussi avec ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent c'est quoi ce lien entre se changer soi et changer le monde. Quand on se transforme soi, en quoi ça change vraiment le monde, quoi. Et vraiment je serais très intéressée d'avoir des conversations plus profondes, d'exemples très concrets et tout sur ça, parce que j'en ai conscience, mais du coup parfois j'ai besoin de petits rappels pour me dire c'est pas c'est égoïste, mais c'est pas égocentrique. C'est important d'être égoïste, surtout pour les femmes qui parfois sont très altruistes, trop altruistes et qui pensent à tout le monde sauf à elles, et que du coup c'est plus vraiment un vrai altruiste, c'est je donne pour être aimé, alors que c'est important d'être égoïste, de penser à soi, parce que plus on prend soin de soi, mieux on peut prendre soin des autres, et du coup de recréer ce lien beaucoup plus consciemment dans la planète même, de pourquoi prendre soin de soi, ça aide à prendre soin des autres, pourquoi se changer soi, ça aide vraiment à changer les autres. C'est hyper intéressant comme questionnement, en effet, c'est clair. Super. On a déjà abordé pas mal de sujets. Super intéressant, merci beaucoup. Donc parmi les personnes qui nous regardent, il y a probablement beaucoup de personnes qui veulent se lancer et qui n'osent pas encore le faire. Donc qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? La première chose, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas la seule voie. C'est pas pour vous décourager, au contraire, hein, mais c'est juste pour ceux qui auraient envie de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ce serait un fantasme ou parce qu'on dirait que l'entrepreneuriat c'est cool ou qu'on a l'impression que tous les entrepreneurs sont épanouis. C'est juste déconstruire un peu ce fantasme-là, quoi. L'entrepreneuriat, c'est pas la voie de tout le monde, quoi. C'est pas une planète d'entrepreneurs. Notamment, les entrepreneurs ont besoin d'équipe aussi, et c'est des choses, c'est des rôles hyper importants aussi. Donc c'est juste rappeler que l'entrepreneuriat n'est pas la seule voie d'engagement et d'un travail épanoui. Voilà, c'est important. Pour une première chose. Le deuxième message, c'est j'aurais envie de te dire, et ça fait bien le lien, c'est pourquoi tu as envie de te lancer. De vraiment te poser la question, qu'est-ce qui te motive? Aussi bien sur la finalité, à quoi est-ce que tu veux contribuer, c'est quoi ton pourquoi, c'est quoi ta mission, c'est quoi ce qui t'anime, sans chercher quelque chose de trop profond, juste de voir ce qui vient, soit à l'oral, soit en écrivant. C'est quoi ce qui m'anime dans le fait d'entreprendre, à la fois dans le contenu, dans la mission, mais aussi dans la forme. Moi je sais que entreprendre c'est hyper important pour moi, pour pouvoir décider de quasiment tout dans ma vie, de pouvoir décider de mes horaires, de pouvoir me sentir libre de où travailler, de pouvoir décider avec qui travailler, avec qui faire des vidéos sur mon canapé, enfin voilà, des choses comme ça. Mais vraiment vous poser cette question de pourquoi, et j'ai envie de te tutoyer, pourquoi tu as envie d'entreprendre, sur le fond comme sur la forme. Ça c'est une vraie question. En plus tu pourras t'y référer. Moi j'ai une page dans mon bullet journal où il y a écrit voilà mes motivations à entreprendre. Elles sont pas complètes mais c'est quelques-unes.
pour me rappeler, parce que même parfois, moi je peux me forcer à faire des horaires dont j'ai pas envie. Je me dis, attends, n'oublie pas, sois une bonne patronne pour toi-même, sois la patronne de tes rêves. Là, si t'as pas envie de faire ces horaires avec les livres, organise-toi autrement si tu le peux. Et donc de revenir aussi parfois à pourquoi je fais ça, ça vous sera utile après, dès maintenant, pour savoir, pour vous motiver et pour vous donner une direction, mais aussi après pour vous y référer. Donc premièrement, l'entrepreneuriat c'est pas la seule voie, donc laissez-vous libre par rapport à ça. Ensuite, regardez un peu quelles sont vos motivations à entreprendre. Et puis, le troisième point qui rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est prenez de la distance par rapport aux règles d'entrepreneuriat et écoutez-vous vous-même aussi. Ayez cet équilibre entre les règles de l'entrepreneuriat et les règles du développement personnel. En tout cas, nous, ça nous tient à cœur avec Camille. Cette question de oui, en entrepreneuriat, il y a des bons principes. On a parlé du test and learn, essayer et apprendre de ses expériences. Y aller, on a parlé d'inspiration, introspection, de passage à l'action. Et il y a plein de matières hyper intéressantes dans la théorie entrepreneuriale et start-up. Et puis en même temps, il y a des principes hyper importants en développement personnel qui viennent parfois chahuter, viennent questionner certains principes d'entrepreneuriat. Voilà, il faut fonctionner comme ça, il faut avoir un site internet direct. Bah, il semblerait que non. En fait, il y a d'autres moyens pour moi, mais ce ne serait pas forcément le cas pour quelqu'un d'autre. Donc c'est s'écouter soi aussi pour trouver sa voie d'entrepreneuse, sa voie d'entrepreneur, parce qu'il n'y a pas deux personnes qui entreprennent de la même façon. Et si vous essayez d'entreprendre comme quelqu'un d'autre, ce ne sera pas une voie de la réussite. Bon alors on a été coupé sur les quelques dernières secondes de la vidéo, donc l'idée à retenir que Rebecca te partageait, c'était surtout qu'il n'y a pas une manière d'entreprendre, donc l'idée c'est que toi tu trouves ta manière de faire les choses, à la fois pour mettre toutes les chances de ton côté pour réussir, mais aussi pour que tu puisses vivre ton aventure entrepreneuriale de manière sereine. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer cette vidéo. Si tu connais quelqu'un que ça pourrait aussi aider ou inspirer, eh ben, tu peux tout à fait le partager. Et je serais curieuse aussi de savoir ce qui t'a le plus plu dans cette interview, ce qui t'a le plus marqué, ce que tu as envie de retenir. Et tu peux m'écrire ça dans les commentaires. Voilà, j'ai hâte de te lire et je te dis à la prochaine.